What's up guys, j'espère que vous allez bien. Mishka aka Guts MMA, we are back. Cette fois-ci pour UFC 327. On a une grosse carte là, sous la main là, demain samedi à Miami, ça va brasser. Mais avant de poursuivre avec les breakdowns, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez les time frames. Si jamais il y a des combats qui vous intéressent plus que d'autres, vous allez pouvoir vous retrouver là, un petit peu mieux dans la vidéo. Sinon, je vous invite à aller follow ma page Instagram GutsMMA pour un peu plus de contenu du genre. Si jamais vous êtes des degenerate MMA gamblers comme moi, des die-hard, vous en voulez un peu plus, ça se passe sur Patreon. C'est d'avoir un petit edge sur les marchés, savoir quoi better, pourquoi, le raisonnement derrière chaque bet, le montant, la taille du montant à miser, etc. C'est là que ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Même si vous avez juste envie de jaser MMA, ça va me faire plaisir. Et si vous aimez les breakdowns, un petit like, un follow sur la page, parlez-en, là, ça fait toujours plaisir. Fait que that's it guys, merci encore pour votre écoute. On start ça sans plus tarder. Là. Ça va être un petit peu différent aujourd'hui. Habituellement, j'utilise Tapology pour vous faire le breakdown des combats, mais là, leur site semble complètement shut down. Fait qu'on va être directement ici là, sur le site de ESPN. Puis on va utiliser les tables de Uncle Weezy là, un petit peu plus. En ouverture de carte, Francisco Prado versus Charles Radke. Vous vous souviendrez probablement de Radke qui s'était fait smoke par Malotte à Montréal. Tout qu'un moment. C'était-tu à Montréal? Il me semble que oui, j'ai envie d'aller voir pour être sûr. Là. Mais il me semble que c'était à Montréal. La foule qui crie Fuck you, Radke. Ouais, c'est ça, je me trompe pas. Fait que bref, vous avez vu les fighters, mais on va utiliser la table de Weezy là, pour les stats. Là, vous voyez un peu mieux. Shout out Uncle Weezy, thank you. On a Charles Radke là, versus Francisco Prado. 35 ans pour Radke, 23 ans pour Prado. Fait que déjà en partant, un gros gap d'âge là, entre les deux combattants. Au niveau de la taille, identique, 5 et 10 pour les deux, et un seul pouce de plus de portée là, pour Radke. Ce qui est quand même drôle à voir parce que Francisco Prado, c'est un ex 155 livres. Radke aussi, mais ça fait quand même 5 ans qu'il a fait la transition peut-être chez les welterweight. Mais Prado, depuis qu'il a monté chez les 170, il est tout le temps contre des units. Puis là, actually, il est contre quelqu'un de sa taille avec pas un trop gros avantage de reach. Fait que j'ai hâte de voir. Niveau professionnel, 11-5 pour Radke et 12-4 pour Francisco Prado. C'est quand même un autre fun fact là, à considérer, là, mais Radke qui est professionnel depuis plus de 13 ans, Prado seulement 6 ans. Donc oui, je tends à dire que Radke, plus âgé, ça fait plus longtemps qu'il est pro, il est probablement plus mature dans son cheminement, mais il n'y a pas tant plus d'expérience là, que Prado. Vous voyez, les deux ont 16 combats pro. Un peu plus de temps de cage là, pour Radke, certes, mais même au UFC level, vous voyez, là, 6 combats, 4-2 pour Radke, 1-4 là, pour Prado. Fait que, il y a vraiment pas tant plus d'expérience. Prado qui vient d'un bon layoff, là, presque 9 mois, 5 mois pour Radke. Fait que, petit truc intéressant quand même. Puis, match-up, stylistiquement parlant, je pense que ça va être intéressant. Puis avant de poursuivre, on va aller voir du côté des odds. Là. Donc, vous voyez le Radke qui est à moins 170, fait que tout de même un bon favori contre Prado à plus 145. Je comprends qu'il soit favori. Les odds, par contre, je ne suis pas certain si je suis en accord totalement avec. Et pourquoi? Si on commence du côté de Radke, bon combattant, il a une belle boxe, il a un striking quand même smooth, mais ce qui laque, c'est vraiment son output. Il n'y a pas un gros volume là, à distance, très très peu. Sinon, il y a une lutte décente, Jiu-Jitsu Black Belt, il y a un bon grappling. Je pense que dans ce match-up-là, c'est là qu'il va avoir l'avantage clairement. Au UFC level, il y a 2 défaites là, en 4 combats, mais contre des bons noms, on s'entend. Là, Carlos Prades qui l'a annihilé avec c'est un genou au corps, je ne me trompe pas. C'est d'une brutalité. Battu Gilbert Urbina, fine. C'est du low level shit. Blood Diamond, extrêmement low level. Ce combat-là, c'est pas un bon look, là, on va pas se mentir. Réussi à knockout Smithsburger, fine. Contre Molotte, ça servirait contre lui, c'est fait smoke. Vous en souviendrez, on en a parlé justement. Son retour, quand même un bon fight IQ de la part de Charles Radke. Il revenait de sa défaite contre Mike Malotte, contre un bon striker dangereux en Daniel Franza. Puis il n'a pas pris de chance. C'est la première fois qu'il arrivait au UFC avec un gros grappling game plan. Puis le takedown à répétition, easy control. Vous voyez, 11 minutes de contrôle, là, près de 12 là, sur 15, presque 15 parce que ça finit avant la limite. Puis réussi à trouver le rear naked choke. Là,
en fin de combat. Donc, bon contrôle au sol, bon ground and pound, opportuniste avec les subs. Il a montré que c'était le meilleur grappler ici. Puis c'est probablement ce qu'il devrait faire dans ce match-up-là également. Du côté de Prado, plus jeune, on l'a dit 23 ans, très très jeune même. Taekwondo Black Belt là, de mémoire, Purple Belt en Jiu. Il y a un grappling décent, opportuniste avec les subs aussi, mais je pense clairement là, que Radke a l'avantage. Puis pas la clé, là, mais ce qu'il faut voir ici, c'est surtout son combat. Oui, ça fait 3 ans, mais contre Jamie Mullarkey à 155 livres. Mullarkey qui est un bon fighter, mais pas nécessairement le plus physique, beaucoup moins physique que les welterweight, là, clairement. Puis il s'est fait out-grapple, il s'est fait takedown à répétition, il s'est fait contrôler près du tiers du combat. Fait que pas un super look ici. Puis si Radke arrive avec un heavy grappling game plan, je pense que c'est là que son price tag il va être cover. Mais sinon, si les deux ils strike, puis Charles Radke pour X raison, il essaie pas de grappler, ou il n'y a pas de succès, who knows, parce que ça fait quand même 3 ans, oui. Prado à 23 ans, je pense qu'il est beaucoup plus sujet à faire du progrès d'un combat à l'autre là, de façon exponentielle qu'un Radke là, à 35 ans. On a plus une version finale. Fait clairement qu'il a dû patcher un peu sa takedown defense depuis. Je peux pas croire. Puis si ce combat-là, ça se passe juste debout, je veux dire, ça va probablement être 50-50. Puis Radke n'aura pas l'air d'un favori à moins 170. Je pense que oui, Radke a une boxe plus clean, probablement plus smooth debout, mais Prado il est plus agressif, plus actif avec les low kicks. Puis je pense qu'il y a un énorme avantage au niveau de la durabilité. Radke qui s'est fait knocker à plusieurs reprises là, dans sa carrière. Oui, Pratesh au corps. Malot, il a check hook là, easy. Mais même sur la scène régionale, il s'est fait body shot TKO par un dude qui faisait son MMA début professionnel ou son deuxième combat. C'était pas un super bon look. Même sur la scène régionale, c'est contre, j'ai son nom ici, là, c'est Raheem. Son nom de famille m'échappe, là, mais il s'est fait wobble solide aussi debout. Fait que je pense clairement que Radke, il a peut-être pas un menton d'acier, puis un body d'acier. Je pense qu'il est soft un petit peu au corps. Contrairement à Prado, qu'on l'a vu, là, il a fait des guerres, il a mangé des patates. C'est sûr que c'est parce qu'il est jeune encore, mais il a un très très bon chin, extrêmement durable. Donc, s'il y a un finish dans ce combat-là, je m'attends à ce que ce soit du côté de Prado et non du côté de Radke. Fait que inside the distance, no action du côté là, de Prado, ça peut être un angle intéressant. Radke décision peut-être également. J'aurais tendance en termes de pure pick à aller du côté de Charles Radke, justement à cause du facteur grappling. Mais encore là, je vous dis, soyez prudents parce que s'il ne réussit pas à avoir du succès avec le grappling, ça va être beaucoup plus serré que ce que les odds indiquent. Dans tous les cas, ça va être intéressant. Je pense que les deux ils vont trade à certains moments, à moins que ce soit une domination complète là, au sol. Mais fun fight là, pour starter la carte. Puis j'ai vraiment hâte de voir Francisco Prado contre un dude là, de son 16. Fait que that's it. On va pick là, Radke en termes de choix de gagnant ici. Mais encore là, pas avec une confidence là, extrêmement élevée. Prochain combat, on a Kelvin Gastelum qui va affronter Vicente Luque. Un combat entre deux absolutes vets ici. Donc, si on regarde là, tout de suite là, les tables, 34 ans là, pour les deux gentlemen. Luque qui a un avantage de taille de 2 pouces et de portée de 5 pouces. Droitier versus gaucher là, en Gastelum. Deux vétérans là, de la game du UFC. 20-10 et 1 au contest du côté de Kelvin, 23-12 et 1 draw du côté de Luque. Les deux ont plus de 300 minutes de cage time. Vous voyez que c'est des vets, plus de 15 ans de carrière professionnelle. Donc, assez élevé. Les deux viennent d'un layoff d'à peu près 6 mois. Puis écoutez, c'est un combat, à mon avis, qui n'est pas trop difficile à breakdown. Il y a Luque qui monte chez les 185 livres pour la première fois. C'est-tu vraiment la bonne chose à faire pour lui? Je suis pas certain. Je pense que la bonne chose à faire pour Luque, ce serait tout simplement de prendre sa retraite. Je fais un petit recap. Là. Pour Luque, si vous êtes moins familier avec, le dude, là, c'était un stud dans son prime. Il y a une tonne de bonus de performance. Là. Vous voyez, je l'ai noté là, mais de mémoire, je me souviens plus. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, une dizaine de bonus de performance. C'est battu contre les meilleurs welterweight. Là, si vous voyez là, son résumé. Là. Battu Belal Muhammad, c'est battu contre Edwards, Jalen Turner, Mike Perry dans le temps, Stephen Thompson, Randy Brown, Woodley. Kesa qui a pris sa retraite là, il n'y a pas si longtemps que ça. Le dude s'est battu contre les meilleurs puis il était très 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 bon. Il y avait une durabilité
d'acier. Il était capable d'outlast ses opponents puis de take over aussitôt qu'il y avait une faille dans leur armure. Mais c'est plus le cas. Depuis son combat contre Geoff Neal ici, Vincent Luque qui s'est fait dépecer, il s'est fait knockdown 2 fois, puis il y a eu hémorragie cérébrale suite à ça. Puis depuis, c'est pas le même combattant. Il a passé à ça depuis pouvoir se rebattre. Finalement, turns out qu'il n'y a plus. Puis depuis, c'est plus le même. Il est revenu contre Dos Anjos, puis on voit tout de suite là, qu'il est plus à l'aise de recevoir des coups. Luque qui a très peu utilisé sa lutte là, au fil de sa carrière. 8 takedowns contre Dos Anjos, réussi à closer à décision fine. Contre Buckley, gros red flag. On voit là, que les shots l'affectent. Il veut quit, là, il est plus là. C'est vraiment pas un good look. Contre Gorimbo, ben, il a pas reçu de coup. Fait qu'il a été chanceux. Réussi à saisir un choke en 52 secondes. C'est pas fait toucher. Congrats pour lui. Contre Kevin Holland, mais un peu comme contre Buckley, là, on voit que tous les shots l'affectent. Luque qui shot des espèces un all-fast takedown. Il veut plus se faire toucher. Il est quasiment rendu à pull guard parce qu'il est pas à l'aise avec les coups. Puis same thing contre Joel Alvarez. Il se fait piece up debout. C'est rendu qu'il pull guard au deuxième round. Il se fait tabasser même avec l'autre on top. Je veux dire, Luque, à mon avis, même s'il a le même âge que Gastelum, il n'y a plus rien dans la tank. Il devrait prendre sa retraite. Puis là, il monte de catégorie de poids. Ça peut être bon justement pour le cerveau. Oui, on le sait, la durabilité. Mais il est contre un dude qui cogne comme un truck. Gastelum aussi qui s'est battu avec tous les meilleurs, mais des 185 livres. Puis à l'inverse, là, il y a un chin d'acier. Gastelum, là, il s'est jamais fait knocker. Il s'est battu contre des power punchers, là, juste contre Joe Pyfer, là, 2 fights. Oui, il s'est fait knockdown 2 fois. Mais il s'est relevé, puis il a tout donné. Puis il a même volé le 3e round sur plusieurs cartes de jeu. Il a donné une bonne goût à Pyfer, puis on a vu qu'est-ce qu'il est capable de faire là, récemment. Fait que good look. Contre Dustin Stolfus récemment, manqué le poids, bad look. Mais tout de même, un knockdown, réussi à gagner la décision. Il s'est battu contre les meilleurs. Je l'ai dit, Sean Brady, Curtis, Cannonier, Whittaker, Hermanson. Contre Easy, ce combat-là est légendaire. Fait qu'il peut se faire crack, il peut se faire drop, mais il est toujours dans votre face, il se relève puis il récupère. Fait que c'est un unit Gastelum, puis en plus, cette fois-ci, bon, on sait, il a manqué le poids souvent, autant à 170 qu'à 185 livres. Mais là, il a changé de camp, puis il est parti à l'extérieur. Il a décidé de reprendre les choses au sérieux, de reprendre ça en main. Il en parle dans les interviews. Puis il a fait la pesée aujourd'hui, 185 livres. Il look good. Je pense que ça va être un cauchemar là, pour Luque. Même si Luque, c'est un bon martial artist qui est dédié à son sport, il va commencer à recevoir des patates de Gastelum, puis ça va tourner là, en cauchemar pour lui assez rapidement, malheureusement. Je pense que Kelvin Gastelum, c'est le plus gros favori de la carte, à moins 275. J'ai failli le straight bet à moins 220 au début de la semaine. Quand j'étais prêt à le faire, il était déjà bump à 260. Je pense que c'est un très bon parlay piece Gastelum. J'ai un bet Gastelum to win inside the distance. Honnêtement, c'est mon pick le plus confiant de toute la carte. Je pense qu'il va roll over Vincent Luque, puis probablement assez rapidement, là, en dedans de 2 rounds, à mon avis. Fait que donnez-moi Kelvin Gastelum avec une confiance assez élevée sur ce spot-ci. Next up, on a Chris Tacos Padilla versus Markel Medeiros. Un autre combat très intéressant. Si on switch là, au tab de Weezy, à mentionner là, de prime abord que Padilla est, je crois, le seul combattant qui a manqué le poids pour la carte là, d'aujourd'hui. Fait que pas super à voir, pas un super look, honnêtement. Je suis jamais fan de ça. Oui, c'est un match-up qui a pris short notice, par contre, il faut le mentionner. Mais je pense à la limite, tu essaies de négocier un catchweight ou quelque chose du genre. Là, donc, il a manqué le poids de 2 livres là, de ce que j'ai vu. Mais bref, si on regarde, 29 ans là, pour Medeiros, 30 ans pour Padilla, 5,9, 5,10. La portée, tout de même, un gros avantage là, pour Chris Padilla à 74 pouces. Je pensais qu'il était à 70 dans mes notes. Mais bref, on va aller voir sur l'autre table. 74, ok, c'est plus que ce que je pensais. Sinon, droitier, par contre, à noter que Medeiros, il switch beaucoup de stands, puis il est vraiment slick là, pour changer là, de position, passe de droitier à gaucher, dépendamment de ce qu'il veut faire, les setups, les mouvements. 11-1 pro pour Medeiros, 17-6 pour Tacos Padilla.
12 ans pro versus 4 ans pro, presque 5. Fait quand même un gros gap là, d'expérience ici. Presque le double de fight, mais aussi près du triple là, de, de longueur de carrière professionnelle. Au niveau du UFC, les deux sont invaincus, ce qui est tout de même bien. Medeiros qui revient d'un layoff de 10 mois, 5 mois là, pour le chum Tacos. Puis si on regarde les odds ici, ça a-tu bougé? Chris Padilla, moins 155. Au début de la semaine, quand j'ai checké, il était plus à moins 170, moins 180. Fait qu'il y a de l'argent qui commence à rentrer pour Medeiros. À moins 180, j'étais moins fan. Moins 155, ça commence à me plaire un petit peu plus. Avec la weight miss, il y a peut-être plus de cash qui va entrer du côté de Medeiros également. À surveiller là, si la ligne a continué là, de bouger. Puis quelque chose qui est quand même drôle, c'est Padilla, il a eu tendance à être très sous-estimé par les markets depuis son UFC début. Il est arrivé, je pense que c'était short notice contre James Luntop, underdog à plus 360, round 1 submission. Contre Zhu Rong, underdog plus 200, TKO round 2. Vous l'avez peut-être vu, j'ai fait une story sur Instagram cette semaine. Le elbow dans l'œil, un seul coup, puis Rouzong, il perd la vue complètement d'un œil. Ensuite, négligé contre Jai Herbert, plus 118. C'est un combat serré par contre, là, décision partagée. On va l'avouer, plus 118, mais il a réussi à aller chercher la win. Dernier combat contre Bonfim, il a closé à moins 110, mais ça avait été un gros underdog toute la semaine. On l'a parié d'ailleurs. On avait Padilla by finish à plus money, un gros tag. On l'a eu, bon bet ici. Win, puis là, vous voyez, moins 155 contre Medeiros. Le market commence à s'ajuster un petit peu. La Wake Miss, je trouve ça plate, honnêtement, mais j'ai tendance tout de même à favoriser un petit peu Padilla dans ce cas-ci. Debout, ça va être très, très serré. Honnêtement, c'est sûr et certain. Les deux, ce sont des excellents strikers, mais très différents. Medeiros, plus dynamique, plus bouncy, and-out, bouge très bien. Padilla, plus un high guard, Muay Thai style. Muay Thai style, pardon. Il essaie de trouver les ouvertures, il est très responsable défensivement. Puis ce que j'aime de lui, c'est sa vision, puis sa façon de dealer avec les power punch. Il peut encaisser des gros coups, il va les recevoir, il n'y a pas de trouble. Il bloque, il reste focus, il trouve les ouvertures, il combat intelligemment. Je pense qu'il a un très très bon fight IQ. On sait justement qu'il est capable de manger des gros shots puis de move forward, de s'adapter. Par contre, des fois, ce que j'aime moins, c'est son output, encore une fois. Je pense que Medeiros va peut-être le outstrike en termes de volume, mais Padilla va peut-être choisir ses spots un petit peu mieux. Medeiros qui a des très bons calf kicks, des bons low kicks. Padilla, par contre, qui a des bons checks, fait que ça pourrait l'aider. Puis lui-même, des bons retours là, de calf kick. Sinon, comme je dis, striking, je pense que ça va être vraiment serré. Les deux vont avoir des moments. Medeiros des bons 1-2. Je pense par contre que sa capacité à encaisser les coups est un peu moins unproven. On l'a vu dans certains fights comme contre Choinski, si je ne me trompe pas. Là. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Peut-être que je me trompe au niveau de son nom. Markel Medeiros. Ouais, contre son dernier contre Choinski. Au dernier round, Choinski qui a beaucoup de succès avec les straight punch. On a vu Hubbard avoir du succès avec les takedowns, aller sécuriser le back à certains moments également. Tacos Padilla, il a montré dans son UFC début qu'il est capable d'amener le combat au sol, de contrôler, puis qu'il peut être opportuniste avec les soumissions également. J'aurais tendance à dire que Padilla il a un avantage au niveau du grappling, du jiu-jitsu. Mais Markel Medeiros, peut-être pas le meilleur peut-être pas le plus facile, à amener au sol, contrôler pour une longue période de temps. J'ai hâte de voir, mais clairement, je pense que Padilla pourrait peut-être utiliser sa lutte pour edger à certains moments dans le combat. Comme je dis, à moins 180 Padilla au début de la semaine, pas trop fan. La cote qui commence à se resserrer, j'aime mieux ça. Est-ce que je vais finir par bêter Padilla? Je sais pas. À suivre, ça va être une question de nombre encore une fois. Ça va être mon pick par contre. Je pense que peut-être Padilla, même s'il se fait outstrike, il va avoir probablement le meilleur timing, cogne très dur, peut-être un petit peu plus de dégâts aussi avec ses shots. Puis aussi une avancée, comme je n'avais pas mentionné, là, je dirais un petit peu plus variée. Ses coudes, le timing avec ses elbows, autant dans le clinch, en ground and pound, contre la cage qu'à distance, il peut très très surprendre. Fait que j'ai vraiment hâte là, de voir ce qu'il va apporter demain. Mais dans tous les cas, je pense que ça va être un fun fight. Mon pick, ça va être Chris Padilla pour la victoire. Alright, next, on a un autre fight très intriguant à mon avis. On a Tatiana Suarez qui va affronter Lupi
Godinez. Donc, deux combattantes très intéressantes chez les Women's Strawweight. Si on regarde leur profil rapidement, 35 ans Tatiana, 32 ans pour Loopy, 5-5 versus 5-2. Et gros avantage de portée là, pour la division, on parle de 5 pouces du côté de Suarez. Gauchère versus droitière, là, à noter une fois de plus. Au niveau pro, en MMA, 11-1 du côté de Suarez, 14-5 pour Loopy, qui a beaucoup plus là, de fight time, vous voyez, là, près du double d'octagon time plutôt chez les rangs pro. Par contre, c'est Tatiana qui a eu la carrière un petit peu plus longue, 11 ans pro versus 7 ans. Si on arrondit évidemment, 8-1 au UFC pour Tatiana, 9-5 pour Loopy. Puis c'est drôle, je tapais ce combat-là, puis il me semble que Loopy, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est au UFC, mais elle a quand même 14 fights dans l'organisation rendue là, fait que ça commence à faire un bail finalement. 7 mois off pour Tatiana et 8 mois pour Loopy Godinez. Combat assez haut niveau, mais je tends à favoriser. Je vais être chumé, pardon. Excusez-moi. Je tends à favoriser Tatiana Suarez, puis un peu à l'image de Padilla, comme on discutait là, juste avant. Au début de la semaine, c'était quand même une grosse favorite. Puis là, l'argent commence à rentrer sur Lupita Godinez. Tatiana qui est rendue à moins 145. Ça commence à me parler, honnêtement. Est-ce que je vais appuyer sur la détente à suivre? Je vais attendre de regarder, voir si le nombre il continue là, de descendre. Mais je donne l'avantage ici dans ce combat-ci. Oui, justement, on a parlé qu'elle a moins de combats d'Octagon Time. Tatiana a été aux prises avec plusieurs problèmes de santé au fil de sa carrière physique, mais aussi, pour ceux qui ne le savent pas, elle a combattu un cancer, c'était plus tôt même avant qu'elle fasse du MMA. Tatiana Suarez qui était en route là, pour être probablement aux Olympiques en lutte, donc extrêmement bonne lutteuse. Back en 2008, je pense, elle était déjà avec une lutte là, super reconnue. Turns out, elle se blesse au cou en préparation, passe des scans, finalement elle avait un cancer, je pense que c'est la thyroïde, quelque chose comme ça. A dû combattre ça, puis par après elle a commencé le MMA, mais ça vous donne une idée là, de son credential de lutte. Tatiana Suarez qui a amené tous ses adversaires au sol à de multiples reprises, je pense sauf une, c'est Zhang Weili. On revient dans pas long, donc vous voyez là, takedown dans tous ses combats, si on regarde même en termes de stats pur ici, là, très impressionnant. Là, Tatiana Suarez, 4.41 takedown par 15 minutes sur 10.11 tentatives. C'est énorme. Même Loopy qui aime utiliser les takedowns, vous voyez, là, ces soucis-là est au-dessus de la moyenne, mais je pense que clairement Tatiana a l'avantage de lutte ici. Mais non seulement de lutte, mais de physicalité et de gabarit, là, à mon avis. Je crois que Loopy va se faire takedown et va se faire contrôler dans ce combat-ci. Puis en vrai, c'est la question. Si vous pariez Loopy ou vous êtes de son side, vous supposez que Tatiana Suarez, si elle n'a pas de takedown, fine, mais si elle en a, elle ne sera pas capable de la contrôler pour une longue période. J'ai des doutes, honnêtement. La seule combattante qu'elle n'a pas réussi à contrôler de la sorte, c'est Zhang Weili. Toutes les autres, elle a réussi. Et certaines d'entre elles qui étaient des très bonnes grapplers, lutteuses, si on pense justement à Carla Esparza. Grasso, on ne l'a pas vu longtemps parce qu'elle a actually soumis Alexa Grasso au premier round. Une victoire qui vieillit très très bien. Je comprends que ça fait longtemps, là. Mais sinon, même Jessica Andrade, elle a takedown 3 fois, soumis au deuxième round. Loopy Godinez, pas plus tard que c'était son dernier combat, son avant-dernier. Jessica Andrade, un takedown sur 14 attempts. Tatiana Suarez qui l'a takedown 3 fois puis l'a soumis easy. Fait que ça vous donne une idée là, du niveau. Dernier fight contre Amanda Lemos, elle a gagné, elle a gagné pas easy. Mais je pense que Lemos, elle a une physicalité extrêmement plus élevée que Loopy Godinez. Elle est extrêmement forte. Je pense que ça va être plus facile pour Tatiana contre Loopy. Puis tu sais, Zhang Weili, on s'entend, ces Zhang Weili, son anti-grappling est incroyable. Donc, écoutez, je pense que Tatiana a l'avantage en lutte ici. Puis si on regarde du côté de Loopy Godinez, au niveau du grappling, elle s'est fait takedown Loopy par 6 adversaires en carrière, je ne me trompe pas. Il y a Dern, Virna qui l'a takedown, Calvillo, Angela Hill, Luke Boumé et Jessica Penney. Donc, sur 6 combats au UFC que son adversaire a réussi à l'amener au sol, elle en a perdu 4. Entre autres, Mackenzie Dern et Virna, les deux dernières. Je pense que c'est deux combattantes qui ont des excellents grappling, mais qui n'ont pas
la lutte n'est pas du même niveau là, que Tatiana Suarez. Oui, des meilleurs jiu-jitsu, mais pas le même niveau de lutte, c'est sûr et certain. Si vous retournez voir les fights, vous pourrez voir vous-même, évidemment. Donc, je pense que quand Loopy n'a pas l'avantage de grappling dans ses combats, à part avec une prise déjà en partant, au niveau du striking, j'ai pas le choix de favoriser Godinez. Par contre, faut pas se mettre la tête dans le sable. Elle a un meilleur output debout. Faut le dire, là, même si Suarez a un très bonne stats au niveau du grappling, son output à distance est low. Vous voyez là, 3.16 coups à distance sur 8.19 à temp. Loopy qui double ça pratiquement. Donc, debout, Loopy qui a une bien meilleure boxe, qui a un bien meilleur output. Par contre, je pense pas qu'elle a une énorme puissance dans ses frappes, pas assez pour déranger tant que ça Suarez. Elle peut connecter avec des clean shots, mais je veux dire, elle n'a pas le same pop dans ses mains qu'une Amanda Lemos, comme qu'une Jessica Andrade ou encore même probablement une Zhang Weili qui cogne très dur à mon avis. Fait que je pense que c'est un bon step down en compétition pour Suarez. Puis Loopy Godinez, je pense juste que c'est pas nécessairement un bon match-up stylistique pour elle. Un peu à l'image de la semaine dernière, on avait Virna contre Tabata Ricci. J'avais un bet sur Virna. Je vois beaucoup de similarités là, dans ces deux match-up si présents. Puis sinon, pas Tatiana, pardon, mais Loopy Godinez, qui tend fatigué souvent au troisième round. On l'a vu contre Polastri, là. Au troisième round, elle se fait démonter. Je veux dire, elle finit, elle est bloody up. Elle s'est fait peace up au dernier round. Même chose contre Andrade. J'ai hâte que ça finisse à la toute fin. Fait que même si Suarez, souvent, elle va banker les deux premiers rounds assez aisément avec ses takedowns, ça peut être plus chaud en fin de combat. Loopy Godinez, je pourrais l'avoir fatigué aussi un peu plus late dans le fight. Fait que bref, pour ma part, je suis Team Suarez probablement par décision. C'est les chances les plus probables ici. Mais à mon avis, le money line est probablement plus safe. Là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. À suivre, on va continuer de voir si la cote se resserre. Si c'est le cas, peut-être que je vais finir avec des actions sur Suarez. Mais ça va être mon pick ici avec une confiance quand même moyenne, là, je vais vous avouer. Next up, on a Esteban Ribovics qui va affronter Mateusz Gamrot. Un combat qui m'intrigue vraiment. Et je vais sider slightly du côté du underdog là, pour ce combat-ci. Si on va voir là, au niveau de leur profil, Gamrot Ribovics. Pardonnez-moi. On a Gamrot, 35 ans versus 29 ans. L'aube de ses 30 ans pour Esteban. Fait qu'en partant, un bon gap d'âge. Gaucher-droitier, donc Gamrot qui est du Southpaw stance avec un pouce de plus de range à 70. Par contre, la taille identique. Et au niveau là, de la fiche pro, 25 et 4 là, pour Gamrot, 15 et 2 pour Esteban. Gamrot, gros avantage d'expérience là, dans la cage, vous voyez là, plus de 350 minutes là, chez les pros, 143 pour Esteban. Tout de même, 10 ans pro là, pour Esteban Ribovics versus 14 ans Gamrot. 8-4 au UFC level, 4-2 pour Esteban. Les deux qui viennent d'un layoff décent, là, 6 mois pour Gamrot, 8 mois pour le chum Ribovics. Puis écoutez, on a un classique match-up striker versus grappler. Si on regarde rapidement les stats ici à distance, là, ça ment pas. Gamrot à distance, 3.95 coups sur 8.32 tentatives versus Esteban, 9.9 sur 23.35 tentatives. Puis ça, c'est par minute à distance. Fait que vous voyez que c'est vraiment, vraiment élevé du côté de Esteban. Plus du double pratiquement des moyennes là, du benchmark de la division. Près du triple de Gamrot. Puis au niveau du grappling, c'est un petit peu l'opposé. Vous voyez, Gamrot, 5.15 takedown par 15 minutes sur 13.79 à temp. Et Ribovics, un maigre 0.6 tentatives là, par 15 minutes. Fait que ces stats-là ne mentent pas du tout. Puis si on regarde un petit peu lately, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Non, voyons voir les odds avant. Vous voyez, là, Esteban qui est rendu à plus 175. Au début de la semaine, il était à plus 155, je pense. Ça me parlait pas trop, mais là, plus que l'argent, la cote monte, plus j'ai envie de le bêter. Je vais clairement avoir des actions là, sur lui là, en fin de semaine, d'une quelconque façon. Le point spread, il m'intéresse vraiment. Je vous en dis un peu plus dans un instant. Mais ça, on se penche en premier du côté là, de Gamrot. On le sait, c'est un grappler, c'est sa méthode de gagner. Il va shooter des takedowns, il va avoir du contrôle, il va shooter encore. Mais je pense qu'il a ralenti dernièrement. Si on regarde là, Gamrot,
qu'affronter Tsaroukian, par contre, là, super impressionnant. Un gros 5 rounds, un pace de malade. Mais lately, j'ai l'impression qu'il commence à ralentir un petit peu. Pour quelle raison, je ne sais pas. Là. Mais c'est principalement au niveau de son cardio. Il fight sur des thin margins un petit peu plus. On l'a vu contre Beneil Dariush. Il ralentit en fin de combat. Same thing là, contre Jalen Turner. Il du mal à maintenir là, son pace au complet. Contre Fizaev, c'est une blessure là, au deuxième round du côté de Raphaël. Fait qu'on peut passer cette performance-là. Fine contre Dos Anjos. Réussi à bien paraître, bien contrôler pour la totalité du round, mais tout de même pas flawless, on en parle dans pas long. Contre Dan Hooker, même chose, là, il cumule beaucoup de dégâts, il y a des takedowns, oui, mais du mal à avoir un contrôle sur des longues périodes, il fait tellement, il perd la split decision. Ludovic Klein, il revient, belle performance on lui donne, fait que c'est plutôt inconstant, puis son look contre Charles Oliveira, c'était pas fameux, oui c'était short notice au Brésil, puis c'est Charles Oliveira, mais il lookait pas super good à mon avis dans ce combat-là. Fait que Fur, j'ai l'impression que peut-être son cardio, il commence à diminuer un petit peu. Peut-être justement le pace de lutte qui va imposer. Il y a de la difficulté à le maintenir maintenant sur une longue période. C'est peut-être l'âge, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Mais sinon, c'est sa durabilité là, qui m'inquiète vraiment. Il y a un troisième facteur, mais durabilité, vous le voyez, là, Gamrot s'est jamais fait knock-out en carrière, mais il s'est fait knockdown et blessé à plusieurs reprises. Il s'est fait knockdown par Gouram, il s'est fait knockdown par Tsaroukian, par Dariush, par Turner, par Dos Anjos. Dan Hooker, il n'y a pas de knockdown officiel, mais vous l'avez vu le fight, là, il s'est fait wobble, il s'est fait rock. Ludovic Klein, il l'a flash drop, puis il l'a blessé également. Fait que dans tous ces combats, pratiquement, il se fait blesser assez hard, là, même s'il se fait pas knocker. Puis on s'entend, là, sa durabilité va pas aller en s'améliorant. Puis je pense que tôt ou tard, Mateusz Gamrot, il va se faire KO. Est-ce que c'est ce combat-ci? Peut-être. Who knows? Fait que ça, c'est une autre chose qui m'inquiète. Puis la dernière chose, il tend à avoir un petit peu plus de difficultés, là, j'ai l'impression. On l'a vu que ce soit contre Charles, contre Hooker, contre Turner à certains moments, ou même Dariush. Quand il est sur le back foot, il est vraiment moins efficace. Donc, contre les combattants qui mettent beaucoup de pression, qui travaillent le corps adéquatement, il tend à ralentir et avoir moins de succès là, avec sa game. Puis, you know who is doing that? Esteban Ribovics. Esteban, c'est un all-action guy. Il n'a pas le niveau de grappling là, de Gamrot. Mais c'est un gars qui va que de l'avant. Il a un output insane. Sa boxe, il cogne fort. Il travaille en combinaison. Son output, on le sait, on l'a vu tantôt, il est incroyable. Mais il travaille super bien le corps aussi. Je pense qu'il va essayer de box stop Mateusz Gamrot au body là, plus tôt que tard dans ce combat-ci. Tout le temps de l'avant. Fait que j'ai l'impression que ça va nuire du moins à la game de Gamrot. La neutraliser complètement, je ne penserais pas. À mon avis, Gamrot va réussir à avoir des takedowns dans ce combat-ci, mais est-ce qu'il va réussir à le takedown à répétition et à le contrôler? C'est là que j'ai des doutes. Early peut-être, mais plus le combat va avancer, plus j'aurais tendance à favoriser Esteban. À l'inverse, on parlait de Gamrot qui ralentit. Esteban, il va avoir 30 ans, il n'est même pas dans son prime encore. Il a du cardio pour 20 rounds. J'aimerais ça le voir dans un main event de 5 rounds. Pour vrai, non seulement il fait 3 rounds, mais à des paces tellement élevées. Puis dans des combats où il se fait péter la gueule aussi. Oui, il y a un gros output, là, mais contre Daniel Zellhuber, il encaisse des shots, il se fait drop. Finalement, il revient au troisième round, puis finit le combat. On dirait qu'il est encore fresh, il est fou. Contre Axparat, vous voyez, là, 147 à 135 les coups significatifs. Un autre combat, il mange des patates. Mais qui met aussi Axparat dans toutes sortes d'autres troubles au dernier round. Même chose contre Brenner. Esteban Ribovics, j'ai l'impression qu'il build avec le fight. Il finit tout le temps les combats très forts. Si on regarde un petit peu son pedigree, il s'est fait, c'est arrivé en début de carrière, il s'est fait grapple fuck par Loïc Razbadanov. Pardonnez-moi si j'ai massacré son nom. Loïc, il l'a takedown 11 fois. Loïc est un bon grappler qui est extrêmement physique. Très fort, ça a l'air d'un juice head. Vous voyez la shape, là, il a l'air sur toutes sortes de juice. Un combat où il brasse Ribovics, mais au troisième round, Ribovics, au deuxième, il knockdown, mais au troisième round, il blesse également. C'est le takedown, le contrôle qui l'a sauvé. Mais ça fait 3 ans de ça. Puis depuis, je pense que Esteban a fait beaucoup de progrès. Entre 26-27 ans et à l'aube de ses 30 ans, là, il a vraiment progressé. Il est rendu à Kill Cliff FC depuis justement une couple d'années.
Puis on l'a vu là, contre Axparat qui a tenté de le takedown à plusieurs reprises, 1 sur 5. Puis même son dernier fight contre Brenner. On s'entend, Brenner, c'est pas un lutteur comme Gamrot, mais c'est un bon grappler. Elvis Brenner, 0 sur 9 les takedowns à thème. On parle d'un Elvis Brenner. Oui, c'est peut-être pas un lutteur autant renommé que Gamrot, mais il a quand même takedown fucking Mick Tibek Orolbai 3 fois. Je pense que pour ça, ça prend quand même un bon grappling. Orolbai, on a vu ce qu'il a fait avec Chris Curtis récemment. C'est pas un piment au niveau du wrestling. Fait que clairement que Esteban Ribovics il fait du progrès à ce niveau-là. Puis je pense qu'il y a le style, pas kryptonite, mais pour donner du trouble à Gamrot. D'après moi, il va peut-être perdre le premier round, Ribovics. Il va se faire takedown un peu plus. Mais plus ça va aller, plus il va ralentir Gamrot. Il va le travailler au corps, debout, même s'il se fait takedown. C'est lui qui va avoir le plus gros output, qui va lancer les shots les plus dommageables. Puis si Gamrot il fatigue au troisième, puis il n'est plus capable de maintenir le même pace, Esteban Ribovics il va juste accélérer puis il va le dépecer. Je peux vous dire tout de suite, si vous écoutez la vidéo, ça me fait plaisir de vous le partager. J'ai un poke Esteban Ribovics to win in round 3 à plus 1500. Je vais peut-être avoir un poke by knockout à suivre, mais sinon son point de spread, je veux dire, même si Gamrot il gagne, on s'entend, je pense pas qu'il finisse Esteban Ribovics, il est beaucoup plus durable. Fait que most likely, ça va être une décision. Puis si ça va à la décision, je suis sûr et certain qu'Esteban Ribovics, ou pratiquement sûr et certain, qu'il va gagner le troisième round ou qu'il va aller en voler un sur la carte des juges. J'ai marqué split decision partout sur ce fight-là. Donc le point de spread là, de Esteban, je pense que c'est un excellent play. Ça va être mon premier underdog officiel là, de la carte pour le moment. Fait que donnez-moi Ribovics là, pour la victoire. Un bon upset, j'ai l'impression, ici. Dans tous les cas, ça va être un fun fight. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va turns out. Next up, on a Kevin Holland qui va affronter Randy Brown. Fight super intéressant. Je pense que ça va être un bon combat. En termes de bet, je vais peut-être juste me tenir loin. Je pense qu'il y a beaucoup de volatilité là, autour de ce combat-ci. Puis première chose, quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'était le crime. Les deux dudes, ils se ressemblent donc bien. Si on regarde l'âge, 35 ans Brown, 33 ans Holland, les deux 6 pieds 3, les deux un bon reach. Holland tout de même avec 3 pouces de plus, là, 81 pouces de reach. Deux droitiers. Sinon au niveau des fights pro, les deux ont une bonne expérience. Kevin Holland un peu plus, là, évidemment. 28-15, un au contest. 27 du côté de Brown. 400 minutes d'octogone pour Holland, 250 pour Randy. Fait que c'est deux vets à ce point-ci. Les deux, ça fait 11 ans qu'ils sont pros. Et les deux ont au-dessus de 20 combats au UFC. 15-12 et 1 au contest Holland. 14-7 du côté de Brown. 5 mois de layoff pour les deux gentlemen. Puis au niveau des odds, c'est très très serré. Vous voyez les deux. À moins 110. Puis honnêtement, c'est un fight. J'ai hâte de voir comment ça va tourner. J'ai tendance à favoriser Randy Brown pour certaines raisons. Je pense que Randy Brown, c'est le meilleur striker ici. Plus technique, plus propre, utilise mieux les feintes, il a une base plus solide, il bouge mieux à mon avis, il a un meilleur footwork, il utilise mieux son range. Kevin Holland, même s'il a l'avantage de porter, c'est pas tant le genre à jouer derrière le jab, à tenir le monde loin. Souvent, il a de la misère à faire ça, puis lui-même, il va crasher dans le pocket avec ses shots. Fait que j'ai hâte de voir. Je pense que Randy Brown, même s'il y a un désavantage au niveau du reach, c'est lui qui va être meilleur à distance. Au niveau du grappling, on sait qu'Holland il a un bon jiu-jitsu, mais il est pas, c'est pas le dude qui va engager le plus souvent là, au niveau de la lutte. Puis ce qui m'inquiète beaucoup du côté de Holland, c'est son inconstance. Autant des fois, il show up, il look like a million bucks. Si on regarde à son fight contre JDM, par exemple, ou même lesquels, voyons. Alex Jeshok, c'était super, même s'il fait le blesser. Gunnar Nelson, c'est un beau fight également. Mais des fois, il show up, puis il est super bon, puis des fois, on sait pas trop là, qu'est-ce qui est. Il est-tu là juste pour un paycheck ou il s'en sac? Qu'est-ce qu'il fait en dehors de la cage? Je pense à D-Rod. Depuis ce combat-là, moi, je peux plus lui faire confiance. C'est pas possible pour moi. Holland, c'est mon pick le plus pas élevé, mais confiant de cette carte-là. Finalement, elle s'est fait tabasser par D-Rod. C'est un slugfest, c'est pas beau. Je pense que Holland, son fight IQ, il est vraiment douteux. Son decision making, si bol, des fois ça m'inquiète. Contre Mike Malott, oui, il y a eu l'espèce de nut shot, l'espèce de controverse, mais même s'il y a eu ça, tout autour du nut shot, il n'a pas super bien paru également.
Contre Luque, oui, fine, mais on en a parlé tantôt. C'est le shell de Vincent Luque. Ça n'a peu rapport. Puis là, contre Randy Brown, il revient lui aussi. C'est ça qui fait que je suis moins confiant un petit peu sur Randy Brown. C'est plutôt sa durabilité. Même si Holland, on l'a vu se faire crack récemment par D-Rod, je pense que c'est justement son chin s'effrite un petit peu plus aussi. Je pense tout de même que Kevin Holland, il a l'avantage de durabilité ici. Randy Brown qui s'est fait blesser à plusieurs reprises, qui s'est fait knocker aussi, je pense, 3 fois en carrière, dont son dernier combat. Gabriel Bonfim qui l'a KO TKO avec un knee au deuxième round. Non seulement ça, mais il s'est fait dépecer le calf. Après un round, il n'y a plus de jambes. Je pense qu'il a reçu 18 calf kicks au premier round. Ça nuit à sa mobilité. Kevin Holland travaille bien la jambe en général. J'ai hâte de voir, peut-être pas nécessairement ce qu'il fait le plus. Puis justement, comme on disait, son IQ n'est pas toujours élevé. Fait qu'est-ce qu'il va commencer à essayer de chopper la jambe de Randy Brown à répétition? Il devrait, à mon avis. Gros knockout contre Nicolas Dalby, son combat d'avant. C'est un très bon fight, mais il se fait knockout puis blessé lui-même encore une fois. Contre Battle, il a reçu des bons shots. C'est contre qui s'est fait knocker aussi au UFC level. Vincent Luque, on en parlait, là, qui l'a knocké back en 2020. Puis Nico Price, là, qui a pris sa retraite là, ici. Fait qu'on voit que Randy Brown, ça fait longtemps qu'il n'a peut-être pas le meilleur chin. Mais clairement qu'il y a un meilleur striking que Holland, à mon avis. Beaucoup plus technique, que ce soit avec la boxe, avec les kicks. On l'a mentionné. À distance, il devrait avoir l'avantage. Fait que pour moi, c'est comme une question de est-ce que Holland, il va le clip hard puis il va le blesser? C'est ça qui va changer vraiment la donne. Puis c'est très possible. On s'entend Kevin Holland, là, on l'a dit qu'il a la portée. Des fois, il show up. Il est down to trade. S'il touche la cible solidement, il pourrait blesser Randy Brown puis renverser la vapeur. Mais tu sais, si on a un striking match technique à distance, puis Randy Brown, il réussit à rester safe, je pense clairement là, qu'il va dominer Kevin Holland là, jusqu'à la décision. À suivre, dans tous les cas, je pense que c'est un super bon fight. Mais en termes de pari, j'ai pas confiance en ni un ni l'autre. Fait que je vous recommande, vous deux, d'être prudents avec ce combat-ci. En termes de pick, si je dois vous dire qui je prends pour la victoire, ça va être Randy Brown. Par contre, avec le niveau de confiance qui est très, très, très petit là, de mon côté. Next, on a The Bellator Battle entre Patricio Pitbull et Aaron Pico. Deux combattants qui sont relativement nouveaux au UFC, on va pas se mentir, même je dis relativement, mais qui sont nouveaux. Si on regarde un petit peu leur profil, on a le vet en Patricio Pitbull, 38 ans, bientôt 39 là, dans 3 mois. Quand même fou d'encore être là à cet âge-là. 29 ans là, pour Pico. 5 et 8 versus 5 et 5, 65 pouces de reach versus 71, fait que tout de même, bon avantage de portée là, pour le champ Pico. 45 combats pro le Pitbull, 37 victoires, 8 défaites, 13-5 là, pour Pico. La carrière, vous voyez, là, Pitbull, 22 ans chez les rangs professionnels, 8 ans pour Pico. Le gap est super élevé. Il y a 5 fois plus de cage time. Là. Assez fou. 7 mois off là, pour Pico et 8 mois pour Pitbull. Pico, ben, vous vous en souvenez probablement pour les mauvaises raisons. Si vous ne le suiviez pas dans le temps de Bellator, il a fait son UFC début contre Lerone Murphy. L'été dernier, sur la carte de Chimaev Duplessis, puis il s'est fait spinning back elbow par Murphy. Le knockout de l'année, là, à mon avis, c'était assez impressionnant. Pico qui arrivait avec beaucoup de hype. Murphy qui était le underdog. On l'a caché, ce play-là. Let's go, très content. Mais écoutez, Pico, c'est un excellent fighter, à mon avis. Il a une belle boxe puissante. Il travaille bien le corps. Sa lutte, c'est sa base, là, Pico, qui a un background de lutte assez là, impressionnant. Si vous recherchez un petit peu, vous allez voir, là, mais extrêmement bonne lutte, ou lutte extrêmement bonne, devrais-je plutôt dire. Mais souvent, là, dans les grosses occasions, il a été poussé peut-être un peu trop vite, overhype, puis il n'a pas deliver. Il a perdu 4 fois par KO en carrière. Une fois, par contre, c'est une blessure à l'épaule, il faut lui donner. Mais une fois, c'était un flying knee, shooter un takedown naked contre... c'était un autre bon dude à Bellator. C'est quoi son nom? Aïe, 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 j'ai un blanc. On va essayer de voir là, si Tapology est réparé. Là. Son nom va me revenir, je suis sûr. Adam Boric, c'est ça. Adam Boric, je suis pas mal sûr que c'est ça. Ouais, Bellator qui est revenu. Yes, pas Bellator, Tapology. Murphy, Kennedy, Adam Boric ici. Donc, un flying knee en pleine poire. On s'entend. Oui, c'est fait knocker par
par le spin elbow de Murphy. Qui se ferait pas knocker par ce shot-là avec le timing qu'il a eu. Le flying knee également. Puis son autre défaite par KO, c'était contre un power puncher. Mais je pense souvent, ce qui arrive, ce qui lui nie, l'autre chum Aaron, c'est il est un petit peu over-agressif. Il va pas toujours respecter le fire qui revient back à lui. On l'a vu contre Murphy. Là. Il met tellement de la pression. Il walk down Murphy. Il place des bonnes shots. Là. Il réussit à le take down, des gros body shots. Mais il est un peu reckless. Puis il manque de setup. Puis il se fait pincer. Puis c'est un peu la même chose quand il a perdu contre Boric. Puis il peut clairement pas se permettre ça ici contre Patricio Pitbull. Pitbull qui est un vet, beaucoup d'expérience. Pas un méga output debout. On l'a vu, là, son volume est très très lourd depuis qu'il est au UFC. Là. Il s'est fait piece up par Yair Rodriguez, 70-17, c'est même pas proche. Danny G, l'outstrike, ça me rappelle des mauvais souvenirs aussi. On parlait de Holland contre Daniel Rodriguez qui m'avait coûté cher. C'en a un autre qui m'a coûté cher, là, ici, le chum Dan G qui a perdu contre Pitbull. Mais bref, Pitbull, c'est un excellent counter-striker et il a des mains puissantes. Même s'il a 38 ans, on le sait, c'est la puissance qui part en dernier. Fait que si Pico il est un peu trop reckless debout, puis il lance des shots n'importe comment, puis il n'est pas defensively sound, il pourrait se faire contrer puis se faire allumer par Pitbull, je suis sûr et certain. Mais il faut qu'il mène les P's and Q ici. Il faut que Pico combatte intelligemment. Puis je pense qu'il va take down actually Patricio à multiples reprises. Même si Pitbull il a un excellent jiu-jitsu, je pense que Pico il est capable de le take down s'il veut. Il a une meilleure lutte et de le contrôler au sol. Si Pitbull il se relève, tu le ramènes à terre, 2-3 shots debout, bam, tu le luttes. Puis je pense que c'est vraiment son way le plus safe vers la victoire. À moins 260, je vais vous avouer que j'aime pas trop ça. On parlait de Kelvin Gastelum plutôt en parlay piece. C'est un parlay piece beaucoup plus safe à mon avis là, que Aaron Pico ici. C'est un gros favori, mais il revient d'une très grosse loss par knockout que même lui, il en parle dans les interviews qu'il a trouvé très difficile là, à revenir de ça. Fait que sa confiance, ça va être tout. Son menton, il peut se faire crack. Je veux dire, il y a plus de tâches à ce dossier-là que plutôt, comme on parlait de Kelvin Gastelum. Fait que oui, je favorise Pico pour la victoire, mais à moins 260, je trouve ça un petit peu cher payé, je vais vous avouer. Patricio, il pourrait trouver un counter shot, le blesser, puis ça peut prendre juste ça pour voler un round ou voler la victoire ici. C'est un savivette, Patricio Pitbull. Je pense qu'il pourrait sortir un lapin de son chapeau. Je vais quand même pick Pico en termes de gagnant. Mais je suis moins confiant là, que certains autres plays là, sur la carte ici. Dans tous les cas, fun fight de Bellator Battle, je pense que ça va être bon. Next, on a Cub Swanson qui va affronter Nate Landwehr. Le dernier combat de Cub Swanson, je pensais qu'il avait pris sa retraite. Finalement, il est revenu pour un dernier. Je pense cette fois-ci, c'est la bonne. 42 ans, à l'aube de ses 43, si je ne me trompe pas. On va aller voir les tables de Weezy là, pour le comparatif des profils. Donc, on a ici là, Cub Swanson. Vous voyez, 42 ans, 5 mois. 37 ans. Il est près de 38 ans, Nate Landwehr. C'est pas un jeune fougueux, lui non plus. Ben, fougueux, oui, là, mais pas jeune. 5 et 8, 5 et 9 là, pour la taille. Landwehr, petit avantage de portée. Deux droitiers, là. Ici. Cub Swanson, 44 combats pro. 34, 18-7 pour le chum Nate The Train. L'avantage au niveau là, de l'expérience, évidemment, côté de Swanson, il est pro depuis plus longtemps, 21 ans versus 13 ans aussi. Puis même au UFC, il y a le double de combat. Par contre, l'on les off, ça fait quand même près de 16 mois que Cobb n'est pas monté dans la cage. Fait qu'il peut avoir du ring rust à 42 ans. Ça peut être pire. Près de 9 mois là, pour Nate The Train également. Puis si on regarde là, lately, qu'est-ce qu'ils nous ont offert? Écoutez, je pense que c'est un combat volatile. Même on va regarder les odds ici. Je pense que ça a flippé toute la semaine. Cub Swanson qui est rendu le favori à moins 115, moins 105 pour Nate. Puis, j'aimerais ça que Cub il gagne, mais je vais vous avouer que j'ai un peu peur là, pour lui à son âge. Ça peut être très très chaud. Je vais cheerer pour lui dans mon cœur, mais je suis vraiment pas certain. Même s'il y a eu des belles performances récemment. On le voit là, qu'il a ralenti. Contre Billy Q, ça a bien fini dernière fois. Un sacré bon fight. Je l'ai pas mis. Je l'ai-tu mis dans le banger list? Je sais pas, mais sinon, il faudrait que je le mette.
Cobb Swanson contre Billy Quarantillo, un autre vet qui était à 37 ans, je pense, rendu là. Back and forth, les deux se lancent des patates. Mais tu sais, si vous allez voir par exemple Cobb Swanson contre Elkins ou même Martinez, même s'il a perdu un petit peu plus avant, vous voyez vraiment qu'il a ralenti. Il n'est plus autant en shape, il n'est plus autant explosif. Il a quand même les mains rapides, oui, mais je veux dire, c'est plus le same Cobb Swanson qu'on a vu là, back in the days. L'âge le rattrape, puis c'est sûr, là, surtout là, dans les catégories de poids plus basses, un petit peu comme 145 livres. C'est une grosse guerre back and forth contre Billy Q. Finalement, il réussit à trouver le chin là, dans le troisième round. Il l'avait trouvé depuis le début à plusieurs reprises. Le gros Vernon Wright, si je ne me trompe pas. Même avant ça, là, ce combat-là, il était encore un petit peu plus vite. Là, contre André Fili, qui est un bon fighter, split decision loss, un autre fight of the night, moins impressionnant que celui-ci, à mon avis, en termes de divertissement, là, pas en termes de performance. Là. But still, vous voyez, ça fait long les off, il avait déjà ralenti, on voyait qu'il était un petit peu moins en shape. Là, il revient 16 mois plus tard, finalement, il avait pris sa retraite sur une bonne note. Là, il revient. On le sait, les histoires de retraite, ça finit rarement bien. On a eu Bobby Lawler back in the days. On a eu Eric Anders, là, pas si longtemps que ça. Et finalement, Michael Chiesa. Fait que, écoutez, oui, ça fait 3, mais sur combien? De l'autre côté de Michael Chiesa, il y avait Nico Price, que ça a été un petit peu moins bien. Mais bref, Cobb, striking technique, j'y donne. Clairement, là, il y a un meilleur head movement, il y a une meilleure technique debout, il feinte, il utilise mieux ses armes, la variété de ses weapons, ses kicks, meilleur footwork également. Mais je pense qu'il n'y a plus l'athlétisme d'antan. Nate Landwehr, à mon avis, athlétisme, mais même, excusez-moi, là, durabilité de Cobb Swanson. On voit que les shots commencent à l'affecter un peu plus. Il s'est fait knocker à plusieurs reprises. Puis ça paraît également quand il se fait toucher solide. Du côté de Nate, je lui donne l'avantage du chin, même s'il y a 2 losses récemment par KO, TKO. Je pense tout de même qu'il y a encore un petit peu plus de chin que Cobb. Un petit peu plus. Il a subi moins de dégâts, j'ai l'impression, en carrière. Pas une tonne, écoutez, là, mais je dis pas qu'il y a un menton à tout casser comme Kelvin Gastelum, mais je pense qu'il peut peut-être prendre les punches un petit peu mieux que Cobb à ce point-ci. Carrière on and off, il a tout le temps des bons fights. Vous voyez plusieurs bonus de performance. D'ailleurs, c'est vrai, parenthèse, Cobb Swanson, 15 bonus de performance en carrière au UFC. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes nouveau dans le game, allez watcher là, le Old Fashioned Cobb Swanson. C'était super impressionnant. De retour à Nate Landwehr. Écoutez, il est là pour se battre. Le gars, c'est un dog. Il a une direction habituellement, puis c'est vers l'avant. Oui, il va se faire out footwork. Il y a une bonne garde en général, mais ça laisse ouvert là, le travail au corps beaucoup et aux jambes qui peut se faire. Une garde qui peut se faire perforer, on va le dire comme ça. Mais écoutez, c'est un gars qui va avancer, qui va throw down. Il cogne quand même dur. Contre Morgan Charrier, il s'est fait knocker au 3e, assez solide, mais il était juste rendu overzealous. Il était, je pense, chez eux, en plus, au Tennessee. Il est en train de take over Morgan Charrier, mais on voit, il écoute plus son coin, il hype la foule, il a comme sauté un câble. Finalement, il part trop agressif contre Morgan Charrier, puis il se fait pincer au 3e. Quand même bad knockout. Contre Du Choi, oui, il a perdu TKO au 3e round, mais pour vous remettre en contexte, Du Choi, c'était son retour depuis un petit bout. Puis j'ai jamais vu Du Choi paraître aussi bien dans un combat. C'est une performance pratiquement flawless de Choi. Il outbox Nate, il take down. Puis le TKO, mais c'est parce qu'il a pris un crucifix au sol contre Nate Landwehr. Puis il tape, puis il est juste pas capable de sortir. C'est pas nécessairement une performance où il knock-out cold Nate Landwehr. Fait qu'il a subi du dégât, mais c'est pas une grosse commo de Mongol dans ce contexte-ci. Bad look, oui, mais je pense pas que c'est Cobb Swanson qui va take down Nate Landwehr et qui va le mettre dans une position aussi fâcheuse. Après ça, contre Jamal Hammers, gros knockout. IG, il a perdu par décision, il s'est fait clip. IG qui est quand même un solide fighter, même s'il est inconstant également. Mais bref, Nate Landwehr qui est là pour se battre, c'est un dog, il cogne dur, il va avancer, il va mettre de la pression, puis il va toucher Cobb Swanson. Les deux, ils vont se connecter avec des patates, puis slightly, je vous l'ai dit, la durabilité, je vais sider du côté de Nate Landwehr, puis c'est probablement pour ça que je pense qu'aux odds actuels, si vous avez un tag de plus money sur Nate Landwehr, c'est probablement là, la value, j'ai l'impression. Combat 50-50, voire slightly lean Nate Landwehr pour ma part. Là.
Fait à vous de voir. Je dirais que la meilleure chose à faire, c'est probablement juste de vous asseoir puis d'enjoy le fight. Combat don't go to decision, ça pourrait être une alternative intéressante. Je sais pas, le market il est à combien, on va regarder. Là. CEO, don't go to moins 130. J'aurais aimé ça avoir un petit plus devant le tag, mais c'est pas nécessairement un bad look si on prend en considération le style de Nate qui va juste avancer sans arrêt. Encaisser les shots en espérant ne pas se faire knocker, puis remettre contre Cobb Swanson qui est presque 43 ans, qui s'est fait crack à plusieurs reprises. Fait que ça peut être une belle alternative. Mais encore une fois, soyez prudent avec ce combat-là. Peu importe c'est qui votre pick. C'est peut-être pas le combat le plus wise de bêter là, demain à UFC 327. Next up, Dominic Reyes, Johnny Walker. Absolute mess comme fight. Je parlais du combat d'avant de faire soyez prudents avec qui vous allez pick puis parier. Celui-là, c'est encore pire, j'ai l'impression. Même pas besoin là, de vous montrer les tables. Écoutez, vous connaissez les deux dudes, j'ai l'impression. 6 pieds 4, 6 pieds 6, 34-36. Walker qui a l'avantage de porter, gaucher du côté de Reyes. Ça pourrait être légèrement son avantage ici à suivre. Pourquoi? Ben Walker a des très bons calf kicks, on l'a vu, là, il y a eu un upset récemment contre Ming Zhang à cause des calf kicks qui piece up la jambe. Pourquoi je vous dis de faire vraiment attention là-dessus? C'est deux glass cannon, ces gars-là. Ils n'ont plus de chin, clairement plus de menton. C'est terminado. Dominic Reyes fut un temps où il a arguably battu John Jones. Mais après ça, ça a été le downfall. Il s'est fait knockout cold par Jan Blachowicz. Il s'est fait knockout cold par Ihi Prochaska. Il s'est fait knockout cold par Ryan Spann. Puis là, on a clairement vu un déclin dans sa capacité à absorber les coups. Que fut un temps était bonne. Mais après Yeri, là, Ryan Spann, il drop avec un jab. C'est pas drôle. Là. Oui, Kung Fu Spann, mais il se fait pratiquement knock-out là, par son jab en 1 minute 20. On voit qu'il est plus à l'aise d'encaisser les coups. C'est un striker très technique, je lui donne. Plus technique là, que Johnny Walker, c'est sûr et certain. Contre Jacoby, il n'a pas reçu de gros shots. Fait que ça a été en sa faveur. Plutôt sur le back foot, Dustin Jacoby qui est un peu overzealous, un peu reckless. Puis Dominic Reyes, souvent, c'est là qui est bon. Même sur le back foot, quand tu rentres dans le pocket, puis si tu es ouvert, tu n'es pas responsable défensivement avec des grosses ouvertures, il va trouver le moyen de vous contrer. Puis il faut lui donner, il cogne très très fort. Ça n'a pas pardonné contre Dustin Jacoby. Il l'a knocké au premier round. Contre Anthony Smith, je veux dire, c'était le Reyes dit qu'il commence à être wash. Anthony Smith, c'était 20 fois pire. On peut passer. Puis sinon, contre Krylov, c'est pareil que Jacoby. Krylov, il rentre juste, bam, bien ouvert. Il se fait contrer, il se fait drop, il se fait knocker. Fait que Reyes a poursu de gros coups ici. Son dernier fight contre Carlos Ulberg, qui est en finale là, demain, les premiers gros punches qui connectent, on voit que Reyes, son chin, est plus là. Carlos Ulberg qui le knock au premier round. Puis c'est pas nécessairement des méga shots qu'il touche au départ, mais on voit que ça l'affecte. Puis son chin, il est vraiment, vraiment effrité comparativement au passé. Dommage parce que c'est un bon striker, c'est un bon combattant tout court. Son anti-grappling, son takedown defense est excellent. Debout, il est super bon. Et Kung Fu, il a des bons setups. Puis fin, je vous l'ai dit, son timing, ses comptes, c'est impeccable. C'est son menton qui tient plus. Puis de l'autre côté, Johnny Walker, un peu la même chose, je veux dire. C'est un striker aussi mainly, on le sait, mais beaucoup moins technique ou solide en termes de setup, etc. là, qu'un Reyes. Il est un peu crazy là, dans son striking. Il saute partout, il envoie des spinning shit, des flying knee. Donc vraiment un style particulier du côté de Walker. Très bon calf kick, il faut lui donner, mais je l'ai dit, contre un gaucher, ça va peut-être moins se manifester un petit peu. Puis à l'image de Reyes, je pense que son chin est completely gone également. Turns out, son dernier fight, il s'est pas fait connecter super solide. Il a été chanceux puis il a réussi à shut down la jambe là, de Zhang Yingzhang. Un autre combat qui m'avait coûté cher, je me souviens, je pense que j'avais le under 1.5 round, 7 secondes de trop. J'avais du Zhang par KO, fait que ça n'a pas pardonné. Mais si on regarde juste avant ça contre Ozdemir, il se fait knock the fuck out, c'est tellement violent. Premier shot qui touche clean au menton. Boom, se fait dropper. Le follow-up shot en ground and pound également. Même chose comme contre Ankalaev ici. Le premier gros shot qui connecte fort, c'est terminé.
Il a aussi battu le Ghost d'Anthony Smith, Paul Craig, fine. Kutaleba, la sub early, une grosse surprise ici. Mais sinon, il s'est fait knock de fuck out par Jamal Hill. Très, très violent comme knockout ici. C'était un meme également. Il a réussi à knocker Ryan Spann, mais il s'est fait knockdown 2 fois. Thiago Santos, il a survécu somehow. Même sur la scène régionale, il y a des clips de Johnny Walker qui se fait knockdown 4 fois en genre l'espace de 1 minute. Je veux dire, il y a toujours eu un chin crack, puis ça va pas changer. Contre le power de Reyes, s'il se fait toucher solide, il va se faire knockout. Fait que pour moi, c'est vraiment qui va toucher le menton en premier ici. C'est la grande question. Honnêtement, je pourrais pas vous dire, mais ouais, je pense que c'est Reyes qui est favori. J'ai quasiment envie de vous dire Doug or Pass. Je veux dire, c'est tough de backer personne avec un tag de favori dans ce combat-là. Je pense que c'est clairement 50-50. Le premier qui touche solide, il va probablement gagner le fight. Par contre, je regardais la ligne de KO tantôt. Vous voyez, là, je pense que il y a du Walker knockout à plus 235. Je pense que ça, c'est quand même une belle value considérant tout ce que je viens de vous dire. Le fight est 50-50 pas mal. Fait que pourquoi que t'en as un qui est à plus 110 to win by knockout puis un à plus 235? J'ai de la misère à comprendre. Plus 175 bet online, ça fait plus de sens. Mais si vous avez des gros tags, là, je pense que ça pourrait être un side intéressant. Est-ce que ça va hit nécessairement? Non. Mais je pense que c'est un play qui a de la value. Je vais peut-être le jouer, je ne sais pas encore, à suivre. Pour les Patreons, ben on va voir d'ici demain. J'ai envie de vous dire Dog or Pass pour ce fight-là, mais encore une fois, là, c'est un flip de coin ici, puis vous allez avoir un pick dans ce duel-ci. Next, on a Josh O'Kitt qui va affronter Curtis Blades. Un combat très très intriguant chez les heavyweights. Josh O'Kitt qui fait parler de lui là, de toutes les façons possibles. Ça a été un vrai freak show toute la semaine dans les conférences de presse. Même à peser ce matin, là, c'était assez particulier les scènes auxquelles on a eu droit. Mais bref, si on check leur profil rapidement, Curtis Blades, 35 ans, O'Kitt 28, donc un baby heavyweight, 6 pieds 4, 6 pieds 1. Donc avantage de taille pour Blaze, mais aussi un avantage massif au niveau de la portée. 80 pouces versus 73 pouces. Deux combattants droitiers. Avantage de 16, on a parlé de la portée, de la taille, mais aussi Curtis Blades qui pèse près de 30 livres de plus là, que O'Kitt. Fait que c'est quand même massif comme différence de poids. Si on regarde rang professionnel, 19-5, 1 au contest pour Blades, 8-0 pour O'Kitt. Donc l'expérience, le cage time, là, vous voyez 200 minutes versus 36, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un très gros écart, on va le dire comme ça. 11 ans, près de 12 ans pro pour Blades, 2 ans et demi là, pour O'Kitt. Encore une fois, l'expérience, ça ne ment pas. 20 combos UFC pour Blades, 14-5 et 1 au contest, 2-0 pour O'Kitt. Je pense que Blades revient d'un layoff, il n'est pas marqué ici, mais d'une dizaine de mois. 5 mois là, pour O'Kitt, qui n'est jamais allé à la décision. 5-0 au knockout, 3-0 au sub. Fait qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation pour du côté de O'Kitt. Puis je vous dirais qu'au odds actuel, tout pointe vers Curtis Blades pour la value. Mais j'ai quand même une petite réserve. Est-ce que O'Kitt is the real deal? Je ne sais pas encore. Personnellement, je pense que je vais juste m'asseoir et regarder le combat. J'ai beaucoup de questions à propos de Josh O'Kitt, mais je pense qu'il pourrait gagner ce combat-ci. Puis que c'est un underdog qui est live là, demain. Vous voyez, Blades, moins 125, plus 105 là, pour O'Kitt. J'aurais aimé ça, avoir un plus gros tag sur O'Kitt. S'il avait été à plus 150-ish, j'aurais probablement appuyé sur le bouton. Mais à ces prix-là, on dirait que je ne suis pas certain. Puis écoutez, je tapais ce combat-là ce matin, puis Curtis Blades, j'ai l'impression qu'il a ralenti. C'est plus Prime Blades, puis on sait, il y a beaucoup de millage. Il s'est fait knocker à plusieurs reprises. Par contre, il faut lui donner, il s'est fait knocker contre les meilleurs. Vous voyez, il a perdu par gros contre Thomas Spinall, contre Pavlovich, contre Lewis, contre Francis Ngannou. 2 fois. Fait que, vous voyez, c'est pas des piments là, qui ont knocké Curtis Blades, qui est lui-même un très bon lutteur. On sait, bon background de lutte. Josh O'Kitt, peut-être un grappling plutôt une lutte supérieure à Blade. J'ai hâte de voir demain s'il engage au niveau de la lutte, mais je suis même pas certain que ça va arriver, du moins là, en partant. Sinon, au niveau du striking, je pense que Blades il est plus technique, mais il a un output moins élevé, puis je pense qu'il est peut-être un petit peu moins down the trade dans un dogfight. Du moins, je pense que ça serait à son détriment.
Bon calf kick, on a vu Josh O'Kitt, pardon, avoir de la misère là, avec les calf kicks contre, je pense, c'est Jimenez. Il y a genre 3 significant strikes, mais c'est 3 calf kicks assez nasty qui ont dérangé là, Josh O'Kitt. Fait que je pense que c'est une arme qui pourrait être très utile là, dans ce cas-ci. Mais le truc, c'est que Blades, même s'il a perdu contre les meilleurs, lately, je suis pas super fan de ses performances. Écoute, si on remonte à loin, il a bien paru contre Chris Dawkins, mais il est plus au UFC, il s'est fait cut. C'est pas nécessairement un très bon, un très high-level fighter, on va se le dire. Mais mettons dans ses 10 derniers combats, je pense que ça remonte ici. Il a battu le Ghost de Junior Dos Santos. Okay, oui, c'est une belle performance, mais c'est ce qu'il devait faire. Unanimous Decision Volkov, ça c'est une belle performance. 14 takedowns, il y a Out Grapple Shit Alexander Volkov. Contre Lewis, il lookait bien le premier round, il s'est fait cut par un uppercut. Les shots de ground and pound qui suivent ce knockout-là, c'est d'une brutalité. Je vous conseille d'aller voir si vous voulez voir quelque chose de violent. Là, c'est assez nasty comme follow-up shot. Après ça, il a battu Rosenstruss, mais pas une performance super impressionnante. 3 takedowns, du control time, mais voyez, low output. Dawkins, on l'a dit. Thomas Pinal, il s'est blessé. Pavlovich, il s'est fait lit up. Jelton Almeida, il s'est fait il s'est fait out-wrestle au premier round. Jelton Almeida, plus de gaz deuxième. Il a gagné par knockout dans ce cas-ci, vous en souviendrez. C'est un bon upset. Là. Aspinall s'est fait wreck en 1 minute. Puis contre Kouniev, moi je pensais qu'il avait perdu cette fight-là, honnêtement. Pas une super belle performance. Blades qui cumule le dégât contre un Kouniev qui est pas super athlétique, explosif. Striking, il y a un bon striking, mais je veux dire, rien de malade non plus. Un genre de low-pace fight. Tout Curtis Blades, il a tout simplement mangé les plus gros shots. Il s'est fait piece up un petit peu plus debout, à mon avis. Puis on le voit juste au visage là, à la fin du fight, là, Curtis Blades qui est vraiment bust up du visage. Puis j'ai l'impression qu'il y a de la misère contre les strikers qui sont plus rapides, plus athlétiques et qui mettent beaucoup de pression. Puis c'est des facteurs que je vois en Josh O'Kitt. Fait que même s'il est moins prouvé, Josh O'Kitt, je parlais des points d'interrogation. Oui, il y a un pace de malade mental au premier round, mais est-ce qu'il peut maintenir ce pace-là sur 3 rounds? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a un bon chin? On n'a jamais vu Josh O'Kitt manger des grosses patates dans le visage. Ça, c'est quelque chose à suivre. J'aimerais aussi le voir sur son dos, s'il est capable de se relever. Dans les légers scrambles qu'il y a eu, je veux dire, il y a eu des takedowns au UFC level, mais dans les espèces de séquences de scramble, on a vu de quoi de bien. Mais tu sais, sur un échantillon minime, c'est arrivé 1 ou 2 fois contre Freeman, puis contre Auriel. Fait que on n'a pas un gros sample size. Puis pas contre du high level, là, c'est quand même un gros step-up en compétition qu'il va avoir ici contre Curtis Blades. Fait que j'ai hâte de voir. Fait que oui, dans un sens, O'Kitt, il y a je pense, des forces qui sont des faiblesses de Blades. Mais de l'autre, il y a tellement de points d'interrogation qu'on ne peut pas backer O'Kitt avec une énorme confiance là, dans ce spot-ci. Si vous prenez O'Kitt, c'est beaucoup d'assumptions et de suppositions là, qu'il va pouvoir backer son nom. Puis pour ma part, c'est pas assez pour appuyer sur le bouton. Je pourrais le pick juste pour dire que je le pick pour gagner le combat. Mais au nombre que j'ai, c'est pas assez pour moi pour le parier, on va le dire comme ça. Mais écoutez, je pense qu'il pogne Curtis Blades à un bon moment. S'il avait pogné Curtis Blades il y a 3-4 ans, je pense que ça aurait probablement été une autre histoire. Mais là, il y a des chances, clairement. Si Josh O'Kitt il part avec le feu au cul, super rapide, il overwhelm Blades, il pourrait connecter avec des gros shots, le blesser. Peut-être même mixer les takedowns par-ci. Par là. Puis s'il y a le cardio pour maintenir ce pace-là, puis il ne met pas out au premier round, game on, je pense qu'il peut cruiser, là, soit un late finish ou la décision. Mais dans le cas où je me trompe, s'il y a un mauvais chin, il peut se faire pogner par Curtis Blades qui a le meilleur striking. S'il défend les takedowns, O'Kitt il se fatigue. Également, Blades pourrait aller trouver un takedown ou fatiguer O'Kitt puis take over un petit peu plus tard. Fait un autre combat qui est très volatile à mon avis. Puis ça pointe assez nombreux, je vous dis, si vous voulez parier, je pense que la value est du côté de Blades, clairement. Fait qu'en termes de pick, vous regarderez sur Instagram demain, je finis par piquer qui. J'ai envie de prendre Josh O'Kitt, mais encore une fois, c'est juste un stay away pour moi en termes de pari. Soyez prudents là, avec ce combat-là. On est rendu demi-finale, Azamat Murzakanov versus Paulo Costa. On devait avoir Tatsuro Taira contre Van en finale, ça a été déplacé. Dommage, ça aurait été incroyable. C'est un combat qu'on va avoir éventuellement.
Euh, Azamat contre Polo, un autre combat super intriguant. Honnêtement, j'ai de la misère à prendre un pic sur ce fight-ci. Il y en a beaucoup là, qui sont serrés à mes yeux. Là. Sur la carte de demain, pas à l'image des dernières cartes, on avait des favoris à moins 800-900. Là, c'est beaucoup plus chaud, j'ai l'impression. Si on regarde un petit peu leur profil, Azamat, 36 ans, en fait, à une journée d'avoir 37 ans, pratiquement. 34 ans, tout près d'avoir 35 du côté de Polo. On a un match-up gaucher et droitier. 5 et 10 versus 6 pieds 1. Donc Costa qui a un avantage de taille de 3 pouces. Un seul pouce de plus de portée. Puis ça, c'est intéressant. Là. Je vous y reviens. Puis au niveau de la fiche, 16-0, invaincu Azamat, 15-4 pour Polo Costa, 16 ans pro, 14 ans pro, 7-4 UFC pour Polo, 6-0 pour le chum Azamat. Polo Costa qui revient d'un layoff de près de 9 mois, 5 mois là, pour le russe. Puis écoutez, encore une fois, les odds, j'ai trouvé un petit peu off. On parlait de value, le combat d'avant. Encore un petit peu là que je vous amène. Je veux dire, Azamat à moins 225, je trouve ça cher payé là, pour son moneyline. Si vous devez bet quelque chose ici, un moneyline, je pense qu'une fois de plus, la value est du côté de Paulo Costa. Puis c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut le faire, non. Je pense juste que c'est off. Est-ce qu'Azamat il gagne ce combat-là? Moins 225, on va pas aller avec les odds, les probabilités précises à 100% parce que j'ai pas ma table. Mais est-ce qu'il gagne 70-75% du temps à votre avis contre Paulo Costa? Pour ma part, je suis pas certain, là, même que je pense que ça devrait être plus serré que ça. Peut-être un 60-ish, 55, 60, je trouverais ça un petit peu mieux. Pourquoi? Ben si on regarde lately, qu'est-ce qu'il nous offre, ou même au niveau des statistiques, tiens, on va aller là. Mais Azamat Mozakanov, très low volume debout. Vous voyez là, à distance, là, 4.06 strikes sur 8 attempts, c'est low pour la division. Tout de même une bonne précision. Ça, il faut lui donner. Et Costa, ce qui pourrait être à son détriment ici, c'est sa défensive plutôt. Il y a un meilleur output à distance, clairement. Mais au niveau défense, ce n'est pas top. Puis lately, écoutez, pourquoi je suis pas certain? Paulo Costa, son dernier fight, il a looked really good. Je croyais que Roman Kopylov allait battre Paulo Costa. J'avais plus trop foi en ce que le chum Costa pouvait amener à la table. Finalement, il proved me wrong, puis il a livré une solide performance là, contre Roman Kopylov, qui est un gaucher aussi. Fait que c'est quand même un fight intéressant à taper en prévision de ce combat-ci. Azamat qui est gaucher également. Costa qui a beaucoup de succès à distance avec son kick arrière, son kick droit. Il va chopper là, l'intérieur de la jambe de Kopylov. Il monte au corps, il monte à la tête de temps en temps. Sa main arrière était on point. Il a outwork Kopylov, il a dominé à distance. Puis Kopylov qui est un striker là, élite à mon avis. Fait très très belle performance de Costa. Maintenant, un facteur à considérer que je n'ai pas mentionné encore, c'est le premier combat de Paulo Costa à 205 livres. Il avait l'habitude de cote à 185. Je pense qu'il faisait une cote assez grosse, là, honnêtement. Fait que, comment que ça va se traduire pour lui? J'ai l'impression que ça pourrait peut-être être bon là, pour Paulo Costa. On va le savoir demain, là, comment il va looker. Mais sur la pesée, il looked good. Puis je pense qu'il va peut-être être un petit peu mieux même là, dans la cage ici. Puis Azamat, lui, il s'est toujours battu là, chez les 205 livres. Puis je parlais de la taille de la portée tantôt. Azamat, il a l'habitude d'être le plus petit, mais d'une grosse marge. Il est tout le temps contre des géants. Si vous regardez Rakic, Ribeiro, Menefil, même Jacobi, Azamat à 71 pouces de reach, c'est très court pour la division. L'adversaire, j'ai regardé qu'il a affronté avec le reach le plus court dans ses 7 combos UFC level, c'était 75 pouces. Donc c'est quand même 4 pouces de désavantage. Puis là, il est contre Costa qui a seulement 1 pouce de plus, puis qui n'est pas beaucoup plus grand non plus. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se traduire. Puis du côté d'Azamat, bouncy striker, il est très léger sur ses pieds. Il a 37 ans, mais moi je soupçonne qu'il a genre 43, j'y crois pas trop. Il est light-footed, pas un super gros volume, mais il trouve le moyen de planter ses pieds rapidement, puis d'aller à côté. Là, pour vrai, sa main, je sais pas ce qu'il y a dans ses mains, c'est de la brique, il cogne tellement dur. Non seulement au UFC level, il y a 7 victoires, mais il y en a 6 par knockout. Et même dans celle qui a gagné par décision, il y a un knockdown tout de même. Fait que le dude, il cogne comme un troc. Ça n'a pas de sens. Paulo Costa, historiquement, il est durable. Il s'est fait finir, je pense, une fois, puis c'était par Israël Adesanya. Fait que ça en dit long. Mais s'il se fait connecter solide par Azamat, il pourrait se faire knockdown ou wobble. Je suis pas mal certain.
il va probablement finir par toucher le chin à un moment ou l'autre. Est-ce que Costa il va réussir à encaisser ça comme un chef? C'est ça que je me demande. On l'a dit, sa défense, Costa, il peut se faire counter. On l'a vu contre Kopilov à plusieurs reprises. Kopilov qui réussit à rentrer avec son kick gauche, avec sa main gauche. Azamat qui a un bon genou aussi en step-in. Par contre, des fois, Azamat, il tend à se faire outwork, justement. Là, on parlait du volume. Là. Il y a des combos où il est un petit peu moins actif, un petit peu patient. Ou contre Jacoby, justement, il y a des moments où on dirait qu'il est fatigué, mais il réussit à aller chercher le gros moment qui va soit finir le combat ou gagner le round. Si on pense à Tafo Ninchukwi, Azamat est clairement derrière sur la carte des juges. Finalement, le gros nid pour éteindre les lumières au troisième round. Donc, c'est un combattant qui suffit là, d'un instant, d'une erreur de son adversaire, puis il ferme les lumières. C'est clairement possible ici contre Paulo Costa, puis je pense que c'est sa condition de victoire la plus probable. Azamat, s'il ne gagne pas par KO, je suis pas certain que je lui donne l'avantage là, au niveau d'une décision contre un Paulo Costa qui va être, j'ai l'impression, plus actif, qui va placer plus de coups et qui cogne fort aussi. Donc, ça va à décision très intéressant. Si un finish tend penché du côté de Azamat, mais encore une fois, là, au niveau des odds, je trouve ça cher payé, là, moins 225 là, pour son moneyline. En termes de pick, aïe, je suis déchiré encore une fois là, sur celui-là. Je vais peut-être swapper d'ici demain. Je pense que je vais vous donner Azamat Mosakanov pour mon pick live au moment où on se parle. Mais clairement que Paulo Costa, c'est un underdog que je considère cette semaine puis que je crois a des chances là, de gagner. Donc, un autre fight à être prudent. Ils sont pas mal tous à être prudents sur cette carte-là, en fait. Et on est rendu à la finale. Jiří Procházka versus Carlos Ulberg pour le titre vacant des light heavyweight. Quel combat! Incroyable. J'ai hâte de voir, turns out, comment ça va être. Qui va gagner, je suis incertain. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va se faire éteindre dans le combat suivant. Si on regarde là, un petit peu leur profil, là, comme on fait depuis tout à l'heure, Jiří et Ulberg. Salaud, parfait. Donc, Jiří, 33 ans, Carlos, 35, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Jiří Procházka, 3 pouces de plus au niveau du range, 2 droitiers. Pardonnez-moi. 32, 5 et 1 pour Jiří, 13, 1 pour le chum Ulberg. Les deux sont pros depuis à peu près la même durée, même Ulberg depuis un peu plus longtemps. Il y a eu des longues périodes d'inactivité. Puis si on regarde au UFC Level, 9-1 pour Ulberg, 6-2 pour Procházka. Par contre, il y a beaucoup d'expérience à l'extérieur, à Ryzen mainly. Puis écoutez, les deux sont sur un lay-off d'à peu près un petit peu plus de 6 mois. Stats intéressantes ici de prime abord. Vous voyez, là, Jiří Procházka, il y a 38 combats professionnels. Une seule fois, il est allé à la décision. Je pense pas que ça va changer là, demain. Au niveau des odds, les lignes ont vraiment bougé là, back and forth cette semaine. Mais Jiří qui est un léger favori, là, moins 113, moins 117, moins 118, moins 130, le plus cher payé ici. Donc très chaud. L'angle que j'aime le plus, c'est Fight Don't Go to Decision. Ici, je pense que c'est un excellent parlay piece cette semaine. J'ai un parlay avec, justement, c'est dans le Patreon. Vous l'avez vu passer en début de semaine. Je pense que c'est un solide play là, pour la carte. Puis, écoutez, on a deux strikers, des excellents strikers, mais avec des styles tellement différents et propres à eux. Là, Jiří Procházka, il n'y a pas un autre combattant comme lui. Son style complètement unorthodoxe. La façon dont il bouge, son footwork, les mains basses, les angles que les coups arrivent et le type de shot, c'est des coups que tu ne sais pas trop ça va arriver de où justement. Il a le don de surprendre. All offense guy, sa défensive, c'est sa faiblesse à mon avis. En fait, il n'y a pas de défense. Il absorbe la majorité des coups avec son visage ou il les absorbe pas. Sa défense, en fait, c'est de ne pas se faire toucher. C'est son mouvement, comment il va bouger la tête. Mais évidemment, ça ne pardonne pas toujours. Il s'est fait knock-out 2 fois au UFC. Contre Alex Pereira, les 2 reprises. No shame in that. Mais c'est arrivé dans d'autres combats qu'il se fasse clipper solide. Wobble un peu. Mais écoutez, ces fois-là, à chaque fois, il a réussi à revenir du dégât qu'il a subi, puis de terminer les combats. Bonus de performance dans toutes ses victoires, c'est assez impressionnant. Il n'y en a pas deux là, comme Jiří Procházka, et je cheer pour lui. J'espère qu'il va
qu'il va gagner. Puis il y a clairement ses chances ici. Mais de l'autre côté, Hulberg, c'est pas un match-up facile, j'ai l'impression. C'est un autre combattant très sounds debout, beaucoup plus technique, on s'entend. Je pense que sa défensive pure est pas si bonne que ça, dans le sens de ses blocs. Il se fie aussi beaucoup sur son mouvement pour défendre, donc sortir du range. Il est difficile, c'est vraiment difficile d'entrer dans le pocket contre Carlos Ulberg. Il bouge très bien, là, que ce soit side to side, etc. Mais encore une fois, si Iri réussit à crasher dans le pocket, il n'y a pas une défensive à tout casser, j'ai l'impression. C'est juste qu'il est difficile justement à pénétrer là, dans le red zone. Il gère bien son range. Sinon, très puissant également. Les deux dudes, ils cognent comme des trocs. Ulberg, très bon jab, très bonne arrière aussi, mais son arme de prédilection, il y a plusieurs KO avec celle-ci, c'est son check hook, backstep check hook, là, il est excellent avec ça. Il y a 2 à 3 KO, il y a aussi level, je ne me trompe pas avec ça. Contre Nchukwi, me semble que c'est ça, et contre Nugomeranu. Il y en a un autre minimum de mémoire, si c'est pas 2. Là. Donc, sort juste assez du range pour ne pas se faire toucher quand ses adversaires rentrent de façon reckless, ce que Yehi fait beaucoup. Puis il vient taper avec son check hook, s'assoit sur sa jambe arrière. Nasty, probablement son coup le plus dangereux. Puis pourquoi ça m'inquiète? Ben, Yehi Prochaska, il rentre reckless dans le pocket, les mains basses. Puis il a tendance à se faire toucher par des check hooks. Contre Alex Pereira, on l'a vu. Que ce soit le premier fight ou le deuxième fight, s'est fait dropper par le check hook d'Alex à la fin du premier round. On sait, Alex Pereira, il n'y en a pas 2 qui ont cette arme-là comme lui, mais ça reste une des armes principales de Ulberg. Ulberg, j'ai l'impression qu'il est plus posé, il est plus patient. Outside, il pourrait capitaliser sur les erreurs de Yehi, mais en même temps, Yehi, on le sait, quand il est dans sa zone, puis il saute son câble, les shots arrivent tellement d'angles weird qu'il pourrait clairement toucher Ulberg avec des gros shots. Je pense qu'il y a une offensive plus variée à Yehi Prochaska, beaucoup plus wild avec le type de frappe, le type d'attaque. Mais sinon, l'autre avantage que je donnerais à Ulberg, c'est ses low kicks. C'est un très bon kicker. Yehi, autant je praise son striking, surtout avec ses mains, je pense pas que c'est un très bon kicker. Quand on fait son tape study, on voit qu'il fait des low kicks, mais il n'y a pas tant de snap et de poids derrière ses jambes. C'est beaucoup plus avec ses mains, ses genoux, ses coudes qui va être efficace, Yehi, j'ai l'impression. Tandis que Carlos Ulberg, il a des très bons low kicks. Yehi Prochaska qui a vraiment rushé avec ça contre Alex Pereira. Fait que je pense que c'est quelque chose que Ulberg va implémenter. Je pense que le game plan d'Ulberg, ça va être de tenir, il est loin. Le poker avec le jab, check hook quand il rentre à l'intérieur, puis de défoncer sa jambe. Je vois pas pourquoi il ferait autre chose que cela. Puis il pourrait avoir beaucoup de succès avec. Puis Yehi, s'il se frustre, il rentre un peu overzealous, là, il peut aller connecter avec des gros counters. Fait que sérieusement, je pense que c'est un match-up tough pour Yehi. Mais il y a l'avantage d'expérience tout de même. Il en a vu de toutes les couleurs. Il a fait face à d'autres strikers dangereux. T'sais, on pense à Khalil Roundtree. Excellent striker technique. Jamal Hill, moins un peu, mais ça reste un double dangereux. Alex Pereira x2, même si c'est pas le look particulièrement good. Alexander Rakic, c'est un bon striker. Reyes aussi dans ce temps-là. Le Dom Reyes que Yehi Prochaska a battu était beaucoup plus malin et dangereux que Carlos Ulberg. Vous voyez, Carlos Ulberg vient de battre Reyes, il l'a knocké, on l'a breakdown tantôt. Mais c'est le ghost de Dominic Reyes. Carlos Ulberg a battu Jan Blachowicz, mais c'est une décision qui a eu quand même de la controverse, même si c'était une décision unanime. Ça n'a pas été un combat facile pour lui. Blachowicz a 41 ans. Il a battu Ozdemir. Ozdemir qui est encore décent, mais je veux dire, Yehi Prochaska, il a battu Ozdemir quand il était beaucoup plus dans son prime là, en 2020. Fait que c'est comme si Carlos Ulberg il ramassait un peu les restes. Alonzo Menefield, il l'a knocké en 12 secondes, mais c'est pas un super high level. Dawon Jong, il aurait dû le smoke beaucoup plus facilement que ça. Eyal Potieria, c'est low level. Mariano aussi, même Nchukwi. Fait que vous voyez, la qualité des victoires de Carlos Ulberg est beaucoup moindre à mon avis. C'est tous des facteurs qu'il faut prendre là, en considération. Tu donnes à Carlos Ulberg là, un Dom Reyes là, en 2021 et c'est un tough match ou un Ozdemir en 2020. Clairement que c'est difficile. Fait que, en termes d'adversaire, d'expérience, Yehi Prochaska a un gros avantage.
On a vu qu'il peut push sur 5 rounds contre Glover Teixeira, même s'il est gaz out, il est banged up, il va jamais abandonner, il va push jusqu'à la fin. Ulberg, on ne sait pas. S'il se fait clip, qu'il y a du gros dégâts contre lui, sur 5 rounds, j'ai hâte de voir. Puis en fait, l'autre chose, c'est que Ulberg, on l'a vu une seule fois vraiment se faire maganer, puis c'est contre Kennedy Nchukwu. C'est un combat où, oui, on s'entend, là, il a blessé Nchukwu rapidement, puis il a juste perdu à la tête, il n'a pas bien géré son énergie. Mais Ulberg, il s'est fait toucher par des solides shots. On a vu que ça l'affecte sa game, ça l'affecte sa composure, puis il s'est fait knockout cold au deuxième round. Fait que je veux dire, c'est rien d'impossible là, du côté de Yeri. Fait que pour toutes ces raisons-là, même si je pense que c'est pas un match-up facile, je vais pencher, je vais pick Prochaska pour la victoire. Mon niveau de confiance, par contre, pas super élevé. Je vous l'ai dit, Carlos Ulberg, il reste dangereux, puis il y a beaucoup d'outils, je pense, qui peuvent s'avérer très nasty contre le style de Jiří Procházka. Fait que mon pick Prochaska, mais fight extrêmement intriguant. En termes de money line, je pense pas en bet ni un ni l'autre. Peut-être des props que je vais me pencher un petit peu plus. Fight don't go to decision. Bon parlay piece. Je pense que c'est un solide play cette semaine. Fait que that's it la gang. On a breakdown les 12 combats. Évidemment, je vous le rappelle, là, le breakdown, j'essaie de vous donner le plus d'infos possible, les breakdowns. Mais dites-vous que j'ai peut-être 2 pages de notes pour chacun des combats. Fait que c'est sûr que je vous dis pas tout ce que j'ai en tête puis ce que je voudrais dire. Il y a des choses qui m'échappent et c'est normal. Dans tous les cas, j'espère que vous en avez eu là, à votre goût. Ça vous éclaire un petit peu sur les match-ups, la value, les odds. Si jamais vous voulez discuter d'un match X, Y, Z, n'hésitez pas à m'écrire là, sur Instagram ou même Messenger, whatever. Ça va me faire plaisir. Puis là-dessus, je vous souhaite une bonne carte. UFC 327, ça va être un banger, j'en suis sûr et certain. Je vous souhaite un bon week-end. Peace out.